Bonjour, bienvenue au Centre européen du judaïsme et bienvenue chez nous au Cercle de généalogie juive. Nous avons le plaisir de recevoir ici François Heilbronn à mes côtés, que vous connaissez sans doute puisqu'il est vice-président du mémorial de la Shoah. Il est professeur associé également à Sciences Po et à ce sujet, je pense que vous avez sans doute lu son texte extrêmement incisif et courageux dans les temps qui sont hélas les nôtres. Il a fait des études à Sciences Po et également diplômé d'Harvard. Il est toutes sortes de choses encore qu'il va nous raconter. Voici son livre et je vais lui laisser la parole pour compléter sa biographie. Merci beaucoup Claire et merci à toutes et à tous pour votre accueil. Je suis très heureux et très honoré d'être avec vous pour vos 40 ans. Donc joyeux anniversaire, le Cercle de généalogie juive. 40 ans, c'est un bel âge, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge à la fois de l'expérience, du savoir, de l'intelligence. Et félicitations, donc très bon anniversaire. Et Monsieur le Président, merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'être parmi vous aussi parce que, comme l'a très gentiment souligné Claire, je suis vice-président du mémorial de la Shoah et nous apprécions au mémorial énormément les travaux du Cercle de généalogie juive. C'est très important pour nous. C'est très important pour nous de retracer les familles, les histoires des familles de nos disparus. Donc je vous encourage, vous qui êtes la plupart d'entre vous très érudits, très savants sur vos histoires familiales, de venir confier vos archives au mémorial. Vous ne les donnez pas forcément, vous les confiez, on vous les scanne et on vous les rend, mais ça vous permet de raconter l'histoire de nos familles avant, pendant et après la Shoah, c'est très important. Pour compléter ce que Claire a très gentiment dit sur moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis par ailleurs, comme vous l'avez compris, un militant engagé juif, mais un militant engagé juif au nom des valeurs de la France et de la République. Depuis mon plus jeune âge, je suis militant, ça fait 50 ans que je milite pour plein de choses. Quand j'étais élève à Sciences Po, il y a plus de 40 ans, j'avais créé avec un ami, non pas l'Union des étudiants juifs de France, parce qu'on ne trouvait pas ça assez marqué, on avait créé le comité de soutien à Israël, et c'était en pleine première guerre du Liban. Donc c'était déjà très sympathique. On avait déjà le même genre d'incident que nous avons eu, hélas, à Sciences Po mardi, et sur lequel je suis assez actif pour faire condamner les coupables. Par ailleurs, je suis chef d'entreprise, il faut bien gagner sa vie. Je suis aussi membre du comité central du conseil d'administration de l'Alliance hébraïque universelle, très belle institution. Et enfin, je suis au comité directeur du CRIF, qui est aussi une très belle organisation, très engagée sur beaucoup de fronts en ce moment, des fronts compliqués. Mais je ne suis pas là du tout pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui est mon premier roman. Parce que je suis un jeune primo-romancier, hein, c'est comme ça qu'on dit, un primo-romancier, celui qui a écrit un premier roman. Le voilà, ça s'appelle 2 étés 44, et sans plus tarder, je vais redonner la parole à Claire pour ces questions. Vous êtes finalement un primipare. J'invente. Donc, votre livre, comment vous est venue l'idée de l'écrire? Donc, pourquoi ce livre? Et peut-être déjà une deuxième question. Votre livre se présente comme un récit enchâssé. Vous racontez l'histoire que votre grand-mère vous a contée, qu'elle tenait de son grand-père. Est-ce que c'est seulement un artifice littéraire? Totalement. Je vais vous raconter... l'histoire, c'est 2 étés 44, et en sous-titre, ça c'est mon éditeur qui a eu l'idée du sous-titre, il avait raison, parce que personne ne comprend ce que c'est, 2 étés 44. Le sous-titre c'est Metz 1744, donc là, vous comprenez toutes et tous, c'est la première fois que j'ai un public aussi averti sur le sujet. D'habitude, les gens me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé à Metz en 1744? Y compris à la communauté juive de Metz. La première présentation que j'ai faite, c'était il y a un an, devant la synagogue, très belle synagogue de Metz, devant la communauté juive de Metz, à part le grand rabbin Bruno Fison, qui évidemment connaissait l'histoire, peu de gens à Metz connaissaient l'histoire. Donc Metz 1744 et deuxième été, Drancy 1944. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme dans toutes nos familles. J'étais petit garçon, j'avais 9-10 ans. Ma grand-mère, au détour d'une conversation en sortie de table, dans notre maison familiale, me dit, tu sais, on a un ancêtre qui a sauvé le roi Louis XV de la mort. J'ai 9-10 ans,
Ancêtre, déjà, c'est un terme un peu rasoir, pas très intéressant. Louis XV, je sais à peine qui c'est. J'étais resté au roi maudit, donc Louis XV, c'est après. J'oublie. Et puis, il y a 5 ans, je donne plusieurs cours à Sciences Po, et je crée un nouveau cours à Sciences Po il y a 5 ans qui s'appelle l'histoire des Juifs en France depuis 2000 ans. Et j'ai appelé ce cours « Les Juifs en France, une présence oubliée ». Donc, pour préparer ce cours, je lis plein de livres, évidemment, dont l'histoire des Juifs en Moselle. Et je lis 3 livres sur l'histoire des Juifs en Moselle. Un d'un grand rabbin, Netter d'ailleurs, qui avait écrit l'histoire des Juifs de Moselle sur 2000 ans. Un autre d'un des éminents membres de votre cercle, Pierre-André Meyer, qui a écrit sur la communauté juive de Metz au XVIIIe siècle, un livre absolument passionnant. Et un troisième qui raconte aussi l'histoire des Juifs de Moselle. Et là, je tombe sur l'histoire d'un médecin juif qui aurait sauvé le roi Louis XV. Et donc cette histoire qui m'écrit complètement. Et puis on donne son nom, Isaïe Serf Ullmann. Et le nom ne me dit rien. Mais je me rappelle tout d'un coup, c'est l'histoire que me raconte ma grand-mère. Je vais voir mon père, j'ai le bonheur d'avoir mon père qui est encore en vie, qui a 92 ans. Et je lui dis, mais papa, mamie, t'as pas raconté cette histoire? Il dit, si, vaguement, j'ai entendu plusieurs fois qu'on avait un ancêtre, mais je ne sais pas qui. Donc je cherche, et là, c'est grâce à vous. Mais c'est vraiment grâce à vous. Parce qu'en fait, dans ma famille, je remontais jusqu'à l'arrière-grand-père de ma grand-mère, qui s'appelait Simon Hayem. Et Simon Hayem était né à Verdun, ça je le savais. Il était arrivé à Paris avec son père Isaac Hayem en 1820. Mais je ne voyais pas le lien avec Metz. Mais grâce à tous les travaux faits par le Cercle de généalogie juive, c'est là votre importance, et notamment les travaux de Muriel Lévy, mais aussi de Anne-Marie Fribourg. Elle est là, Anne-Marie Fribourg. Moi, je vous remercie, parce que vous avez fait un travail sur la famille Hayem. Et dans ce travail sur la famille Hayem, vous parlez de l'arrière-grand-père de ce Simon Hayem, qui était Isaïe Serf Ullmann. Et donc je découvre qu'effectivement, ce Isaïe Serf Ullmann, médecin supposé, on y reviendra avec Claire, de la guérison du roi Louis XV, était l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de ma grand-mère. Et comme je suis face à des généalogistes, c'est pas si loin que ça, c'est 8 générations, c'est tout proche. Donc voilà comment est née l'idée de ce livre. L'idée de ce livre, alors justement, vous venez de dire, c'est une perche que vous venez de me tendre, le supposé médecin qui a guéri ou aurait guéri le roi de France. Pierre-André Meyer, qui prie de bien vouloir l'excuser pour son absence, il n'a pas pu rester, met en doute l'authenticité de ce que vous dites. Il l'attribue plus à une légende qu'à de l'histoire. Donc je me fais l'avocat du diable et je vous laisse. L'avocat du diable, c'est vraiment très vexant pour ce pauvre Pierre-André Meyer. Je suis désolé qu'il ne soit pas là, j'aurais adoré échanger avec lui. Il a écrit dans ce numéro 116 de l'hiver 2013 de votre revue un article de 22 pages sur le sujet. Mon ancêtre a guéri Louis XV, enquête sur une légende familiale, article absolument passionnant. Alors, vraiment pas de chance, j'étais pas abonné à votre revue, je ne l'avais pas lu. J'ai fait tous les travaux pour écrire mon livre sans ce texte. Et un jour, je discute avec un copain, je lui dis, tu sais, j'ai écrit un roman, ça va être publié. Il dit, ah, c'est marrant, sympa. Et c'est sur quoi je lui raconte l'histoire. Je dis, j'ai lu un article génial là-dessus, dans la revue du Cercle de généalogie juive. Bon, je prends le texte. Toutes les recherches et toutes les sources sont exactement les mêmes que moi. Et nous arrivons à 2 conclusions diamétralement opposées. La seule différence entre Pierre-André Meyer et moi, c'est que Pierre-André Meyer est un historien de très grande qualité. Je ne suis qu'un vulgaire professeur d'histoire et un piètre romancier. Le roman, c'est la possibilité de l'imaginaire. Mais c'est là où je suis en total désaccord avec lui, c'est que je pense que mon imagination est beaucoup plus juste que son travail historique.
Et je vais surtout essayer de vous le démontrer. Parce que par ailleurs, je suis très quantitatif et très analytique. Et on a eu ce débat, parce que quand je suis tombé sur son article, je l'ai appelé. J'ai eu du mal à le trouver d'ailleurs. Du mal à le trouver. J'ai plein pour trouver son numéro de téléphone. Donc je l'appelle, je lui raconte. Ah, il me dit, ah, vous êtes un des descendants des IM. Ah oui, d'accord, etc. Donc, discussion très. Et je lui dis, moi j'arrive à la conclusion, après mon enquête, que c'est bien le docteur Goodman qui a révélé Bouquin. Je lui dis, pas du tout. Je lui dis, oui, mais ce qui est bizarre avec votre article de 22 pages, c'est que quand je lis les 21 pages, je suis convaincu que c'est lui. Et quand j'arrive à votre conclusion, vous dites que c'est pas lui. Donc je ne comprends pas votre conclusion. Et il me dit d'ailleurs, oui, vous n'êtes pas le seul à ne pas comprendre ma conclusion. Quand cet article a été publié, j'ai reçu des lettres d'insultes violentes de plusieurs descendants du docteur Ullmann. Voilà, donc ça aurait été intéressant voilà, pour en débattre. Mais Claire va se faire l'avocat de Pierre-André. Donc on rentre dans l'histoire ou on rentre dans l'histoire? Alors, parce que c'est important de placer l'histoire. Donc, alors, je reviens à pourquoi j'ai écrit ce livre. Donc je tombe sur cette histoire. Je me dis, c'est quand même incroyable. J'adore faire des recherches historiques, j'adore écrire des essais historiques, je n'avais jamais rien publié, je donne des cours d'histoire. Donc je vais dire, je vais écrire un petit essai de 20 pages, 30 pages sur le sujet pour donner à mon père, à mes soeurs, à mes enfants. C'est intéressant à savoir, un peu comme le type de travaux que vous faites. Et je commence à travailler dans les sources historiques qui sont très riches. Et je me rends compte que l'histoire est assez magique. Parce qu'en fait, il y a du roman, il y a du romanesque. Moi, un de mes auteurs préférés, c'est Alexandre Dumas. Et un des compliments qu'on m'a beaucoup fait sur mon livre et qui m'a beaucoup touché, la première partie sur Metz en 1744, on m'a dit on lit ça comme du Dumas. J'ai fait exprès. Donc, ce qui est bien, c'est que quand vous faites exprès un truc, les gens le reconnaissent, c'est bien. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est profondément romanesque. Il ne faut pas faire un essai, il faut écrire un roman. En plus, j'ai la chance d'avoir une femme romancière qui s'appelle Ariane Bois. Elle a écrit plusieurs livres, notamment des livres sur les Juifs pendant la guerre. Et je lui ai dit, mais comment on écrit un roman? Il y a quelques trucs, mais elle m'a dit, l'avantage du roman par rapport, parce qu'elle est historienne, par rapport à un essai historique, c'est que tu peux livrer. Il y a un moment donné où tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'ils vont se dire certaines personnes, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire, parce qu'on n'a pas les documents. Ben, tu peux imaginer. Et en imaginant ça, tu crées le lien et tu racontes une histoire. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plu. Alors revenons à l'histoire elle-même. Donc nous sommes en juillet 1744. Le brave cardinal Fleury, qui était le premier ministre de Louis XV, est mort, et Louis XV, qui a 34 ans, adore 3 choses dans la vie, dans l'ordre. Donc je vais vous faire travailler un peu. Parce que quelle est la chose qui l'intéresse le plus dans la vie? Les femmes. Les femmes, bravo. Je vais faire les experts. 2, la chasse. La chasse. Très bien. 3, la guerre. Alors le cardinal Fleury l'avait empêché d'aller faire la guerre, mais en 1744, il déclare la guerre aux Autrichiens, donc il va faire la guerre en Flandre. Les Autrichiens en profitent pour rentrer en Alsace. Et l'autre avantage d'aller faire la guerre, c'est que vous quittez Versailles. Vous quittez un peu la tutelle et l'observation des curés, des évêques, et surtout de Marie Leczenska, sa femme, très jalouse, qui lui a donné 10 enfants, et qui a 7 ans de plus que lui. Donc lui, il a 34 ans, elle a 41 ans. Quand on a 41 ans en 1744, elle est vieille. La femme de 30 ans de Balzac, on est un siècle plus tôt, elle est très vieille. Donc il part, mais il part avec ses 2 maîtresses. Pas une, 2. Il part avec la duchesse de Châteauroux et la duchesse de Lauragais, ses 2 sœurs, et il adore, il n'y a pas de gens trop jeunes, si, il y en a beaucoup quand même, mais pas si jeunes que ça. Donc, je vais pouvoir le dire, il adore faire l'amour avec les 2 en même temps. Donc pendant son voyage, il les emmène, et il arrive à Metz, et Metz, à cette époque-là, pour ceux qui ne savent pas, la Lorraine n'est pas française. La Lorraine, c'est le duché de Lorraine dont le duc de Lorraine est l'ancien roi de Pologne qui est Stanislas, qui est le père de la reine, donc le beau-père du roi, et d'ailleurs à la mort de Stanislas, la Lorraine va revenir à la France, ça vous le savez je pense, pour vous d'entre vous. Mais Metz, Tulle et Verdun, ce sont les 3 évêchés qui appartiennent à la France depuis la fin du XVIe siècle. À ce moment-là, Metz, c'est vraiment la place forte, c'est la grosse citadelle qui protège l'Alsace, qui protège la Lorraine. Il y a des garnisons très importantes, et cette garnison très importante
est confié à quelqu'un de formidable qui s'appelle le maréchal de Belle-Île et qui est un lieutenant qui est monté du rang et qui est devenu général, maréchal, duc de Belle-Île, et c'est le petit-fils de Fouquet, le même Fouquet qui a construit Versailles. Donc il est le petit-fils d'un banni, et c'est lui qui contrôle la ville. Et quand le roi Louis XV arrive, il lui fait des fêtes énormes. L'une de ces fêtes énormes, c'est une cavalcade de juifs. Et ça, c'est tout à fait authentique. Quand je suis tombé, c'est d'ailleurs quand je suis tombé sur ce texte, je me suis dit, ça, il faut que je le raconte. Il y a 2 compagnies de jeunes juifs à cheval, 2 compagnies de 40 écuyers à cheval, qui vont défiler devant le roi, et il y aura aussi un char de triomphe. Les syndics de la communauté juive de Metz, ils sont 6, les syndics, c'est les présidents de la communauté, défilent en tête, avec le grand rabbin, qui est en plus un grand rabbin très important dans le judaïsme, qui s'appelle Ebeshitz, Jonathan Ebeshitz, un grand talmudiste. Il défile et il y a une harangue du grand rabbin Ebeshitz au roi, où il souhaite au roi une grande victoire, comme David, comme tous les grands rois d'Israël. Le roi va faire la fête, va beaucoup manger, va beaucoup faire l'amour, et il fait très chaud à Metz, on est en août 1744, et le 8 août 1744, le roi tombe très malade. Je vous rends la parole ? Ou je continue? Le roi tombe très malade. Il a des crampes au ventre, il a des douleurs horribles, il a énormément de fièvre. Et évidemment, comme c'est le roi, toute la cour est venue avec lui, donc ses maîtresses, ses évêques, ses confesseurs, mais aussi ses 10 médecins. Il a 10 médecins avec lui. Le premier médecin qui est le docteur Chicono, son premier chirurgien qui est le docteur Lapéroni, et donc ils accourent tous au chevet du roi et se rendent compte que ce pauvre roi, effectivement, est très mal. Donc qu'est-ce qu'il faut? Surtout, il ne le touche pas. Surtout, il ne l'examine pas. Par contre, ils vont faire, pourtant Molière, c'est un siècle avant, ça m'a vachement surpris ça. Ils vont faire comme faisaient à l'époque des médecins de Molière. C'est qu'est-ce qu'ils font? Non, avant, on pourra faire un diagnostic. Là. Ils examinent ses humeurs. Voilà, donc ils examinent ses humeurs, et alors là, il y a une dispute, mais alors la dispute est réelle, je le raconte dans mon roman. C'est un roman où tous les faits historiques sont quand même vrais. Il y a Chicono qui dit que c'est une lettre à bille jaune, il y a Lapéroni qui dit que c'est une lettre à bille noire, et là, ils se disputent pendant très longtemps. En latin, évidemment. Et au bout d'une longue dispute, ils décident quand même, dans les 2 cas, il faut purger et saigner. Donc le pauvre roi, il a 34 ans, il est costaud, hein, il est en bonne forme. Il fait l'amour toutes les nuits à 2 femmes. Après avoir monté à cheval toute la journée, ils vont le purger une quinzaine de fois et ils vont le saigner 9 fois. À chaque fois, une pinte de sang. Une pinte, c'est 50 cm. Donc au bout d'une semaine, ce brave Louis XV n'est plus que l'ombre de lui-même. Et là, on appelle son bon confesseur, le père Péruso, et on appelle son évêque, l'évêque de Soissons. Il se confesse. Et là, l'évêque de Soissons, qui est absolument horrible, qui est vraiment parce que les évêques, à cette époque-là, ils étaient plutôt sympas, normalement. Ils s'en moquaient un peu de la religion, ils étaient très libertins, ils avaient plein de maîtresses, d'amants. Mais bon, lui, alors là, le pauvre roi, il est tombé sur l'évêque le plus puritain qui soit, le plus janséniste qui soit, et donc il lui fait la morale tout le temps sur ses maîtresses. Donc le brave évêque, profitant de la faiblesse du roi, obtient l'expulsion des 2 maîtresses, avec les pauvres duchesses de Châteauroux et de Lauragais qui fuient sous les pierres et les cris de la foule hostile. Il obtient aussi des confessions publiques du roi. C'est-à-dire que les confessions du roi vont être rendues publiques dans toutes les églises de France. On va dire à tous les Français que le roi Louis XV a péché, et a péché de la pire des façons, puisqu'il a eu 2 maîtresses en même temps. Alors imaginez le choc. Vous vous rappelez le choc quand il y a eu la couverture de Voici avec François Hollande, avec un casque sortant du domicile de Julie Gaillet. Là, non, là c'est pas. Là c'est le roi de France, le représentant de Dieu sur terre, qui pêche avec 2 femmes en même temps, et qui l'admet. Donc un scandale absolu. Et le roi est mourant, donc il y a les Saints-Sacrements, la prière aux agonisants. On est le 15 août 1744, et il y a toutes les églises du royaume sonnent le tocsin pour la mort du roi. Et là alors Pierre-André Meyer le raconte très bien, je le raconte de manière plus amusante.
il y a un mystérieux médecin qui est appelé au chevet du roi. Et là, il y a 3 sources. Il y a le duc de Richelieu. Le duc de Richelieu, vous le connaissez, parce que c'est un personnage très fameux de l'histoire de France, et vous ne le connaissez pas forcément sous ce nom-là. Le duc de Richelieu était le maquereau du roi. Il avait une fonction très importante, c'est qu'il devait identifier les plus jolies femmes, il devait les tester, et après les apporter au roi. Son influence sur le roi était énorme. Il les a toutes testées. Et le duc de Richelieu a été repris dans un très beau roman du XVIIIe siècle, que vous connaissez tous. C'était quel personnage de roman? Est-ce que vous avez lu Les Liaisons dangereuses? C'est Valmont. Le personnage de Valmont a été inspiré à Laclos par le duc de Richelieu. Donc le duc de Richelieu, il écrit ses mémoires de cette époque. Et dans ses mémoires, il dit que, au dernier moment, un charlatan est venu auprès du roi, lui a donné 3 potions et en 3 jours l'a guéri. Après, Michelet, qui a écrit une superbe histoire de France, dit qu'il y a un mystérieux médecin qui est venu au chevet du roi et qui, en 3 potions, et 3 jours est revenu, l'a guéri. Et il y a Dumas qui a écrit un très petit livre, mais bon, Dumas il ne se fatigue pas parfois. Là, c'est Louis XV et son siècle, il a recopié ce que écrit Richelieu et Michelet. Et il dit que un mystérieux charlatan dont on ne sait même pas le nom a guéri le roi Louis XV avec 3 potions. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est que le roi Louis XV, à l'époque, c'est pas comme ce brave roi Charles en Angleterre, ou cette brave princesse Kate en Angleterre. C'est encore plus important. C'est vraiment le souverain, un des souverains les plus importants au monde. Il est en train de mourir. On va avoir un médecin qui n'est pas un des médecins du roi, ça tout le monde est d'accord, qui va le guérir, on ne sait même pas qui il est. Pourquoi ce mystère? Alors pourquoi ce mystère? Parce que notre brave médecin, vous pouvez me montrer sa photo, ben voilà, brave médecin, c'est lui. C'est lui. Je vous présente le docteur Isaïe Serfouilman, né à Bischheim, aux portes de Strasbourg, en 1710, et mort à Metz en 1746. Il est le fils de Jacob Serfouilman, très grand médecin, et si grand médecin qu'il était le médecin personnel du duc de Palatin, un roi allemand. Il a grandi au château de Mannheim du duc de Palatin. Il a été élevé à la cour, et après il a fait des études de médecine en Allemagne, parce qu'à l'époque les juifs, comme les protestants, n'avaient pas le droit de faire leurs études de médecine en France. Donc les juifs faisaient leurs études soit en Italie, soit en Allemagne. Il fait ses études à l'université de Giessen, dont il sort diplômé en 1732 à l'âge de 22 ans, et il devient médecin en Allemagne, puis en Alsace, et en 1732, il est appelé comme un des 3 ou 4 médecins de la communauté juive de Metz. La communauté juive de Metz, je vous donne la parole, parce que là je m'en donne. Non? Ça va. La communauté juive de Metz, à l'époque, c'est la seule communauté juive vraiment structurée en France. Ça, je parle souvent, je pense, devant des experts. Elle date de 1595. Elle a eu des lettres de patente qui l'ont toujours protégée. Il y a 400 familles, il y a à peu près 2000 membres. Ils vivent dans un tout petit quartier qui s'appelle le quartier de Saint-Féréol, qui est coincé entre la Moselle et plusieurs couvents. C'est un quartier qui fait 150 mètres de long sur 50 mètres de large. La synagogue actuelle, qui n'est pas de l'époque, mais qui est de 1860, est toujours dans ce quartier-là. Le quartier a été rasé dans les années 30 pour insalubrité. Et là, vous avez 2000 juifs qui vivent là. Alors, c'est pas un ghetto. Parfois, on dit ghetto, mais c'est pas un ghetto parce qu'il n'est pas clos, il n'est pas fermé, il est juste borné. Les juifs n'ont pas le droit d'habiter en dehors, il y a des bornes, ils peuvent sortir, rentrer, sauf les dimanches et les jours de fête catholique. Et là, vous avez énormément. Alors tiens, on va poser une question. Qui parmi vous descend, quel que soit le linéage d'ailleurs, d'un ancêtre qui habitait Metz, qui est d'origine messine, mais de manière lointaine. Hein. Ah, c'est tout. Ah ouais. Ah non, quand même. Quand même. Il y en a une dizaine, une quinzaine, ouais. Entre 10 et 15. Pas mal. Et cette communauté est très organisée, donc il y a des syndics qui sont les dirigeants de la communauté, il y en a 6. Et pour être syndic, moi j'ai trouvé que le critère de sélection était vachement intelligent. On pourrait peut-être faire ça au CRIF, je vais en parler avec Nathan Murphy. Pour être dirigeant communautaire, il faut être marié depuis 32 ans. Pas divorcé.
marié depuis 32 ans. Et à l'époque, marié depuis 32 ans, il n'y avait pas beaucoup. Hein, parce qu'ils mouraient tellement jeunes. Donc c'est eux qui gèrent. Alors ils ont un droit de justice, ils ont un droit de lever l'impôt. Alors ils lèvent l'impôt pour évidemment les caisses royales. Et ils choisissent des grands rabbins. Et c'est un peu le mercato au football. Je parle devant un très grand journaliste sportif, qui est Jean-Philippe Lustig, mon ami qui est là. C'est un peu le mercato du football. C'est-à-dire qu'ils vont chercher le meilleur rabbin d'Europe. Donc à l'époque, leur meilleur rabbin d'Europe, c'est Jonathan Ebeshis, qui était le grand rabbin de Prague. Et ils ont 4 médecins payés par la communauté juive. C'est très intéressant. Ils sont payés par la communauté juive, et chaque médecin, tous les 4 ans, doit donner 1 an de son temps et de ses activités à l'hôpital de Metz. Et doit donner des soins gratuits à tous les pauvres. Donc c'est quasiment la sécurité sociale, c'est quasiment l'accès aux soins limité. Et donc le docteur Ruhlmann, qui a cette grande réputation, en plus le père, Jacob Serf-Ruhlmann, était né à Metz, c'était une famille messine, revient à Metz, et il est jeune veuf. Et là il arrive à Metz, il est invité à dîner par le syndic, un des syndics de Metz, qui s'appelle Isaac Spir-Lévi, qui descend de la première famille des rabbins de Metz, la famille Lévi. Le premier rabbin de Metz s'appelait Schnur Lévi, grand rabbin de Metz, en 1595. Il dîne chez eux et il tombe fou amoureux de sa fille aînée qui s'appelle Ève Spir-Lévi. Il est fou amoureux, il l'épouse, et ils ont 10 enfants. Même 11 enfants, parce que le 11e enfant était posthume, parce que Isaïe Serf-Ruhlmann était mort. Et il devient médecin de la communauté juive, on est en 1732, donc on est 12 ans avant notre 1743. Et à partir de 1736-37, les médecins juifs étant tellement bons et les médecins catholiques étant tellement mauvais, de plus en plus de familles nobles, dont le maréchal de Belle-Île, font appel aux médecins juifs pour les soigner. Et les médecins juifs ont le droit de soigner les catholiques. Et donc, il y a 3 médecins à l'époque, un qui s'appelle Lambert, notre héros qui s'appelle Ruhlmann, et le 3e, je ne sais plus, je crois qu'il s'appelle Compers. Voilà, alors, pour revenir à mon histoire, ce que je raconte, je ne vais pas tout vous raconter, sinon vous n'achèterez pas le livre. Hein. Le livre, je l'ai apporté, vous l'aurez en vente à l'issue de cette conférence, et je vous le dédicacerai. Pour ceux qui l'ont, j'ai vu qu'il y en avait certains qui l'avaient apporté le leur, je leur dédicacerai évidemment, parce qu'ils m'ont déjà fait l'amitié de le lire. Et donc ce qui va se passer, c'est que, on ne sait pas comment, ce médecin juif, le docteur Ruhlmann, va arriver jusqu'au roi. Alors moi, je l'ai imaginé, ça je l'ai complètement imaginé. En plus, ce que j'ai imaginé aussi, qui m'a paru très intéressant, c'est que Isaïe Serf-Ruhlmann va passer 3 jours et 3 nuits à côté d'un roi mourant qui va sauver de la mort. Mais à un moment donné, ils vont se parler. Alors évidemment, moi j'ai imaginé que le roi savait que ce médecin qui le soignait était juif. Donc pour le roi, c'est un choc, hein. Il n'a jamais vu de juif. Hein. Les juifs, à l'époque, sont interdits à Paris, sont interdits à Strasbourg, sont interdits à Versailles. Donc déjà, le pauvre roi, il s'est tapé une cavalcade de juifs. Mais il les a vus de très loin. Il les a vus du haut de son balcon, ils étaient en bas. Et là, ce juif va venir le soigner. Qu'est-ce qu'ils se sont dit pendant 3 jours et 3 nuits? Et c'est là où, par rapport à l'historien, c'est génial, on peut imaginer. Par moment j'étais Ruhlmann, par moment j'étais le roi, il fallait que je me mette dans la tête d'un roi tout-puissant, qui parle à un juif, à un usurier, un assassin du Christ. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais pourtant, cet assassin du Christ, il lui a sauvé la vie, il sait qu'il lui a sauvé la vie. Et puis ce juif, qu'est-ce qu'il va dire au roi? Qu'est-ce qu'il va lui demander? On est en 1744. Et en plus, ce juif, le docteur Ruhlmann, on le sait, parce que ça vous le savez, parce que vous êtes des spécialistes, à l'époque, il y a les mémoires brocheurs, qui sont des sortes de carnets de condoléances. Et sur le docteur Ruhlmann, on sait qu'il était très érudit, il avait un Talmud chez lui. À l'époque, avoir un Talmud chez soi, il fallait être 1, très érudit, et 2, assez riche. Donc ils vont parler. Ils vont parler. Louis XV va être sauvé. Et c'est au moment des messes, c'est compliqué à dire ça, au moment des messes à Metz, qu'on va lui donner le surnom de Louis le Bien-Aimé. Parce que Louis XV est connu sous le surnom de Louis le Bien-Aimé. En fait, il est donné à ce moment-là parce qu'il a été sauvé. Louis XV va continuer à faire la guerre, il va battre les Autrichiens à Fribourg notamment, après il va revenir comme un héros total à Paris, il va oublier ce médecin. Ce pauvre médecin va mourir le 10 janvier 1746. 1 an et demi plus tard, il a 41 ans. Sa femme Ève est enceinte de son 11e enfant, qui va être Isaïe
Isaïe Ullmann, qui est mon ancêtre direct. Et qui va lui aussi devenir médecin, il va être médecin toute sa vie, il va mourir à Metz en 1830 à peu près. Donc voilà, j'ai voulu raconter cette histoire-là parce qu'elle est incroyable. Incroyable. Parce que ça raconte beaucoup de choses de la France. C'est le début de l'émancipation, c'est le début des Lumières. Les Juifs commencent à réapparaître dans la cité. Comme vous le savez, les Juifs étaient très intégrés à la France, du 1er au 11e siècle. À partir du 11e siècle, il y a les croisades, après il y a les persécutions avec la peste, après il y a les persécutions avec les différents rois salauds, il faut toujours les nommer, parce qu'en plus ils ont des noms de gens gentils. Philippe le Bel, Philippe Auguste, Saint-Louis, bon, le dernier, Charles VI le Fou, il était vraiment fou, et on avait raison pour son surnom. Mais les autres, ils ont des beaux surnoms. C'est eux qui vont chasser, expulser les Juifs du royaume de France, et c'est pour ça que pas mal sont partis en Lorraine d'ailleurs. Il va guérir le roi. Mais il ne va pas être totalement récompensé, bien que c'est le début de l'émancipation. Les Juifs apparaissent à la cour. Louis XV, quelques années plus tard, comme par hasard, cher Pierre-André Meyer, il va avoir un médecin juif. D'où il a eu l'idée d'avoir un médecin juif, ça c'est bizarre. Alors, vous m'avez posé une question, et j'ai évidemment digressé, parce que j'adore digresser. Vous avez voulu faire l'avocat du diable. Vous dites, Pierre-André Meyer dit que c'est pas lui qui a guéri le roi. Pourquoi il dit que c'est pas lui qui a guéri le roi? Et il l'argumente très bien. Parce que le vrai sauveur du roi officiel, dans toutes les archives royales, alors moi je pensais qu'il l'avait inventé, mais en fait j'ai cherché, comme Pierre-André, et on le trouve, il a vraiment existé. Il s'appelle Alexandre de Montcharvaux. Alexandre de Montcharvaux, lieutenant médecin militaire pendant 30 ans aux armées du roi, à la retraite dans la région de Metz. Et c'est lui qui est appelé au chevet du roi, d'après les archives royales, c'est lui qui donne les potions au roi, c'est lui qui guérit le roi, et c'est lui qui est récompensé par le roi un mois plus tard, parce que le roi le nomme capitaine et augmente ses rentes. Bon. La version officielle, c'est Alexandre de Montcharvaux. Alors moi, il y a déjà un petit doute, deux petits doutes. Qui parmi vous est médecin ou a été médecin? Oui. Qui parmi vous a été médecin et militaire? Est-ce qu'au bout de 30 ans de carrière, être médecin militaire à la retraite avec le grade de lieutenant, c'est très fort? C'est nul. C'est nul. Généralement, quand vous commencez comme médecin militaire, vous êtes lieutenant. Assez vite, vous êtes capitaine. Je suppose que vous êtes capitaine, monsieur. Vous vous en rappelez plus? Hein? Voilà, c'est la bonne réponse. Vous êtes aspirant pendant votre service, quand vous êtes docteur en médecine, vous êtes capitaine. Montcharvaux, au bout de 30 ans de guerre et de carrière, il est lieutenant. C'est pas une star. Deuxièmement, les médecins militaires de l'époque, j'ai la chance d'avoir les médecins parmi nous, qu'est-ce qu'ils faisaient les médecins militaires de l'époque? C'était quoi leur surnom? C'était les bouchers des champs de bataille. Ils avaient trois fonctions. Extraire les balles, couper les membres, amputés à la scie, et suturer les plaies. C'est tout. Alors ce qui est intéressant, c'est comment le médecin, ça tout le monde est d'accord, comment le médecin a guéri le roi. Alors d'abord, il a fait des choses très étranges. Quand il est arrivé, il a demandé qu'on retire la chemise du roi. Donc déjà, les valets ont tremblé en disant on va retirer la chemise du roi devant quelqu'un qui n'est pas de la cour. Après, il va toucher le roi. On touche le corps royal, donc c'est très bizarre. Il va palper son intestin et il va constater ce qu'il pensait, que le roi souffrait d'une dysenterie. Donc en fait, le pauvre roi, il avait une dysenterie depuis une semaine et en plus on le purgeait, on le savait. Il va faire trois choses, il va lui donner trois potions. La première, c'est un vomitif pour lui nettoyer. Après, il va donner une potion pour nettoyer encore plus ses intestins. Et troisièmement, une potion cicatrisante, dont j'ai la recette, et je donne la recette. D'ailleurs, vous pourrez la cliquer, qui est magnifique. Si vous avez des dysenteries, ça donne très bien. J'ai vu qu'il y avait de la feuille d'or, ça va coûter un peu cher. Il y a de la feuille d'or dans la potion. Donc il va soigner le roi comme ça. Vous pensez vraiment qu'un médecin militaire, il maîtrise ça? Aucune chance. Par contre, le docteur Ullmann, qui a étudié en Allemagne, dont le père est un très grand médecin, dont le grand-père est un très grand médecin, il sait qu'il faut examiner, il sait qu'il faut faire un bon diagnostic, et puis on soigne non pas par des purges et des saignements, mais par des potions. Donc ça, c'est la première raison qui me font penser que c'est lui. La deuxième raison, c'est que, comme le cite Pierre-André Meyer, c'est là où m'étonne d'ailleurs, et que je cite aussi, il y a un avocat à Paris à ce moment-là, qui s'appelle Le Barbier, qui tient un peu une chronique. C'est un peu la page 2 du Canard enchaîné, c'est
les potins de la cour, et voilà. Et dans le journal du Barbier, il est dit que les médecins juifs ont été appelés au chevet du roi. Dans l'archive royale, il n'y a rien. Mais là, dans le journal, dans le canard, il y a un des médecins juifs qui ont été appelés au chevet du roi. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, vous avez vu ce portrait? Oui. Je sais qui l'a fait. Ça, c'est Isaïe Safoulman. Le portrait appartient à la famille du grand historien Robert Aron. Robert Aron qui descendait lui aussi d'Isaïe Safoulman. Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe? Plusieurs choses qui frappent sur ce portrait. Donc il est mort en 1746, donc ce portrait est de 1744-1745. Qu'est-ce qui est frappant? Je vous rappelle, c'est un juif. La perruque. La perruque. La perruque, c'est très notable. Quoi d'autre? Le jabot, un très beau jabot, très belle redingote. Le portrait, il est comment? C'est une gravure, c'est un vrai portrait à l'huile, c'est une aquarelle, c'est un vrai tableau. C'est un vrai tableau. Si je ne vous avais pas dit son nom, vous m'auriez dit c'est peut-être un magistrat, c'est peut-être un noble. Il n'a pas de barbe. Il n'a pas de chapeau. Il n'a pas de chapeau jaune, de chapeau noir. Je suis allé au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il n'existe aucun tableau de juifs en France avant la Révolution française. Aucun. Alors pourquoi un petit médecin juif de province aurait un tableau de manière très aristocratique qui aurait été peint de lui? Pour moi, ça c'est la preuve absolue que c'est lui. Ça c'est une récompense royale. Et c'est d'ailleurs le récit qu'il y a dans plusieurs familles. Quatrième preuve pour moi que c'est lui. C'est la logique. Et la logique c'est important. Vous pensez que le roi ayant fauté, ayant confessé ses fautes, avec l'Église qui veut reprendre le pouvoir, on allait dire au bon peuple de France, le roi a été sauvé par le docteur Isaïe Safoulman de la communauté juive de Metz. Évidemment que non. Donc on va chercher ce brave Moncharveau qui est à la retraite, qui était un des médecins du maréchal de Belle-Île, et on lui dit Moncharveau, tais-toi, c'est toi qui as sauvé le roi. Et puis voilà, t'es capitaine et t'as des rentes en plus. C'est évident. Cinquième raison qui est très forte, que évoque d'ailleurs Pierre-André Meyer, et c'est d'ailleurs le début de son article. Il dit, c'est quand même très bizarre, et d'ailleurs c'est le titre, mon ancêtre Aguirre Lucas enquête sur une légende familiale. Mais c'est pas une légende familiale, c'est des légendes familiales. Donc là, il parle dans son article, que cette histoire passe de génération en génération chez les Hayem, donc ma famille, et aussi dans la famille de Robert Aron. Et que Robert Aron, grand historien, membre de l'Académie française, a écrit plusieurs textes sur son ancêtre qui a sauvé le roi. Dans ma famille, un des grands-oncles de ma grand-mère s'appelait Simon Hayem. C'était un très grand professeur de médecine, président de l'Académie de médecine, c'est lui qui a inventé l'hématologie. Et quand il est honoré à l'Académie de médecine, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on lui dit « Mais votre savoir, votre intelligence, professeur Hayem, vous le tenez de votre arrière-grand-père qui a sauvé le roi Louis XV. » Quand Robert Aron est reçu à l'Académie royale de Metz, quand il est élu à l'Académie française, Thibaut de Gorambert, vous avez raison, parce qu'on a parlé que du premier été. Thibaut de Gorambert, j'en finis là, Thibaut de Gorambert, qui est le président de l'Académie de médecine, qui est le grand historien d'histoire médecine, lui dit Robert Aron, vous qui avez des attaches médecine, qui descendez du grand docteur Isaïe Safoulman qui a sauvé Louis XV de la mort. Voilà. Et, dernier point qui pour moi aussi très troublant, c'est que depuis que j'ai publié ce roman, j'ai signé dans beaucoup d'endroits, j'ai fait des conférences dans beaucoup d'endroits, y compris aujourd'hui, cher Benjamin, il y a plein de gens qui sont venus voir, je dis plein, parce que j'en ai compté, là j'ai fait la liste, j'en ai 7, ils sont venus voir en me disant « Merci d'avoir écrit sur notre aïeul qui a sauvé le roi ». Et à chaque fois j'ai regardé, on l'a regardé ensemble, parce que grâce à vous, généalogistes, on remonte, aucun lien de parenté, sauf le docteur Isaïe Safoulman. C'est-à-dire que dans cette descendance familiale très différente, le récit familial est passé. Et notamment le plus drôle, et je finis là-dessus, c'était j'étais à la librairie Lamartine, il y a une dame d'un certain âge qui arrive, dit « Jeune homme, flatteur pour moi, c'est vous qui avez osé écrire sur mon aïeul ?» Oui, madame.
Il me dit, mais pour quelle raison? De quel droit? Alors je lui dis, j'ai deux droits. Le premier droit, c'est que je suis romancier, donc j'écris sur ce que je veux. Le deuxième droit, c'est que c'est aussi mon aïeul. Donc, chère cousine, asseyez-vous et racontez-moi. Donc, elle s'assoit. Elle s'appelle Françoise Iris. Françoise Blum, d'origine. Quelqu'un la connaît, Françoise Iris? Non, non. Et elle me dit, mais c'est très bien votre livre, je l'ai lu, c'est très bien. Et surtout, moi, j'ai vu la lettre du roi. Il y a une lettre de Louis XV qui remercie Isaïe Serfulman. Robert Aron en parle. Et Robert Aron, en parlant, dit, on l'a perdu pendant la guerre. Elle me dit, oui, c'est mon grand-oncle, qui s'appelait Eugène Lippmann, qui avait le portrait récupéré par Robert Aron, et qui avait la lettre. Je dis, c'est pas possible, vous avez vu la lettre. Ça a été perdu par Eugène Lippmann pendant la guerre. Je dis, bon, c'est pas possible. Je regarde, 80, 85, pas plus. Hein. C'est pas possible, elle a pas pu. Je dis, vous n'aviez même pas un an quand vous l'avez vu. Elle dit, non, monsieur, j'avais 12 ans, quel âge croyez-vous que j'ai? Je dis, bah, je sais pas, 80, 85. Non, j'ai 95 ans, monsieur. J'avais 12 ans et j'ai vu la lettre et j'ai lu la lettre. Voilà. Donc ça, c'est la preuve ultime, et sur ce, je l'aime. Maintenant, je vais demander au grand François Heilbronn, descendant du grand Isaïe Serfulman, il y a une descendance qui figure ici, de faire un saut dans l'histoire et de passer du siècle de Louis XV au XXe siècle, peut-être un peu rapidement. Vous appartenez à une famille, vous avez cité votre aïeul, hein, je crois, professeur, c'est la professeure de médecine, vous appartenez à une famille d'Israélites français, une famille de la grande bourgeoisie. Est-ce que qui se disait israélite, et vous définissez, c'est une citation, comme militant juif. Donc, famille d'Israélites qui possédait des terres à Sucy, terres comme tout bon français, donc, qui étaient fiers, tristes mais fiers d'avoir donné des fils à la France pendant la guerre 14, et qui se retrouvent pendant un autre été, pas 1744 mais 1944, à Drancy, et puis ensuite à Auschwitz. Quel est ce? Donc Claire, elle pose des formidables questions, parce qu'elle vous avez vu, elle m'en a posé une, il y en a 5. Donc je vais essayer d'être rapide. D'abord, merci pour l'hommage à la famille. Effectivement, on est des Israélites français, et vous savez, jusqu'en 1945, c'est comme ça qu'on appelait. Et mon grand-père me disait un truc même que j'aimais beaucoup. Mon grand-père était bien plus Jean-Philippe, il était champion de France de boxe anglaise. Il s'est engagé à 17 ans en 1917, il a été blessé au combat, il a été décoré de la Croix de guerre, de la médaille militaire et de la Légion d'honneur à 18 ans, et il s'était pris un éclat de grenade dans la fesse, une grosse cicatrice que je voyais quand j'étais petit. Et pour se remettre de sa blessure, il s'est mis à la boxe. Et il est devenu champion de France. Donc moi je suis la 4e génération de boxeurs. Et donc ce que me disait mon grand-père, il dit, nous on est des pifs. Alors moi j'étais dans les années 70, à l'époque il y avait Pif Gadget, vous vous rappelez de Pif Gadget. Je ne voyais pas le rapport entre notre famille et Pif Gadget. Mais surtout je ne savais pas à l'époque, c'était un journal communiste. Je l'ai appris plus tard, je voyais encore moins le rapport. Il me dit, on est des pifs parce qu'on est des patriotes israélites français. C'est-à-dire profondément attachés à la France, profondément patriotes, effectivement, guerre de 70, guerre de 14-18, des guerres de 30-35, à chaque fois des héros, à chaque fois des combattants, à chaque fois des officiers, à chaque fois des décorés, à chaque fois des tués. Je le raconte un peu dans le livre. Mais revenons à nos livres. Je voulais écrire que l'été 1744. Vous avez compris que la richesse de ce récit se suffit à lui-même. Et j'allais écrire que cet été-là, et d'ailleurs mon titre était Un autre été 44. Évidemment, j'avais vu 44, mais justement, j'étais un autre été 44, c'était 1744. Et puis à un moment donné, j'ai écrit, à la main, parce que j'ai écrit à la main, Isaïe Serfulman guérit le roi Louis XV le 18 août 1744. Et quand j'écris le 18 août 1744, je vois écrit, non pas 18 août 1744, je vois écrit 18 août 1944. Et là, je me dis, il y a un signe. Et c'est pour là où le roman, quand même, vous fait faire des trucs bizarres. Hein. Moi, ça m'a vraiment arrivé dans ma vie d'avoir des trucs bizarres comme ça. Le 18 août 1944, Henri Klotz, le père de ma grand-mère, marié donc à Flora Hayem, la descendante du docteur Ullmann, direct. Henri Klotz, 77 ans, lieutenant-colonel de réserve, héros de la guerre 14-18, a été arrêté à Paris chez lui, tout près d'ici, tout près d'ici, porte de Champéret,
emmené à Drancy où il est très malade, emmené à l'hospice pour vieillards de la Fondation Rothschild, rue de Picpus, où il meurt à 5 h du matin le 18 août 1944. Donc à 200 ans d'écart, jour pour jour, le docteur Oldman sauve Louis XV de la mort, donc sauve le roi de France de la mort. Et 200 ans plus tard, un héros, un grand patriote, va être arrêté, va mourir dans un camp en France, quand le nouveau roi de France de l'époque, le traître Pétain, a livré ses Juifs. Et donc j'ai dit, il faut que je raconte ces 2 étés. Parce que ces 2 étés, on passe, l'un, vous l'avez compris, le début de l'émancipation de la marche vers la lumière, et de l'intégration à la nation, et 2, l'autre été 44, c'est l'été de la trahison, c'est l'été de l'abandon. Et le 11 et 12 juillet 1944, les 2 sœurs de ma grand-mère, Denise et Flore Klotz, Denise et Lucienne Klotz, excusez-moi, l'oncle de ma grand-mère, Georges Klotz, frère d'Henri, lui aussi officier de la Légion d'honneur à titre militaire, capitaine de réserve de 14-18, sont déportés par le dernier grand convoi, le convoi 77 du 31 juillet 1944, et 8 membres, 8 descendants directs du docteur Oldman vont être gazés à Auschwitz le 4 août 1944. Donc il fallait que je raconte ces 2 histoires. Alors je bascule, c'est là où c'est un... Je pense que vous l'avez vu, vous qui êtes en plus professeur. Je passe du roman un peu épique de KPDP du XVIIIe siècle à un récit plus traditionnel, qu'on connaît plus, un récit familial, de combat, d'héroïsme, de trahison, de tragédie. Et j'ai une réflexion là-dessus. Voilà pour l'été 1944. Que préférez-vous, parler de l'autre côté de votre famille, puisque vous avez dit quelque chose de curieux, Sepharnas. C'est plus délicat à dire. Ou est-ce que vous voudriez maintenant répondre à quelques questions rapidement, je crois, de l'assistance? Qu'est-ce que vous préférez? Bon, ça, je veux faire travailler la salle, parce que je vois qu'il s'assouplit un peu. Pas du tout. Avant de parler de Sepharnas et Ashkenaz, parce que je suis un Sepharnas et un Ashkenaz fier de l'être. Ah, merci. Alors, on donne destin des Sepharnas ottomans, les Israélites de Levant en France pendant la Première Guerre mondiale. Effectivement, il faut leur rendre hommage, ils ont été horribles, surtout les Sénoniciens. Quand Louis XV est en train de mourir, son évêque, le horrible évêque de Soissons, lui dit « Sire, vous avez péché, vous avez péché, vous avez péché. » Alors, Louis XV, il a la fièvre, il en a un peu marre. Il lui dit « Oui, mais d'accord, mais j'ai 34 ans, mon fils a 15 ans, je suis trop jeune pour mourir. Qu'est-ce que je peux faire pour votre Dieu ?» C'est intéressant parce qu'il dit « votre Dieu ». Et quand je dis « dit », parce que ça a été rapporté, il y avait des témoins, pour qu'il me sauve. Et Soissons réfléchit, il lui dit bah, « construisez-lui la plus belle et la plus haute basilique de France ». Et Louis XV est séduit par l'idée, il dit « c'est beau, Louis XIV a construit le plus beau château de France, et à sa gloire, et moi je vais construire la plus belle basilique, mais à la gloire de Dieu ». Et pour une fois, il tient parole. Alors c'est pas lui qui paye, il fait une grande loterie nationale, classique, hein, c'était pas l'impôt à l'époque, c'était la loterie nationale, et il construit sur la montagne Sainte-Geneviève, les travaux commencent en 1758, il construit la grande basilique Sainte-Geneviève. Qui connaît la basilique Sainte-Geneviève sur la montagne Sainte-Geneviève pour recueillir les chasses de Sainte-Geneviève? C'est voilà, parce que généralement quand je pose cette question, personne ne sait. La basilique Sainte-Geneviève, je ne connais pas. Je dis, c'est la plus haute église de Paris, avant le Sacré-Cœur. C'était le plus gros bâtiment de Paris avant la création de la Tour Eiffel. Bah, c'est le Panthéon. Et pourquoi c'est le Panthéon? Parce que les travaux ont été compliqués, et sont terminés en 1791. Pas une bonne époque pour créer ou inaugurer des basiliques en France. Et donc en avril 1791, on y enterre Mirabeau, et c'est le premier grand homme à rentrer au Panthéon. Alors donc, je vous demande quelque chose. Quand vous regardez le Panthéon, imaginez un instant que c'est une grande synagogue. Parce que le roi Louis XV, s'il avait été vraiment reconnaissant, il aurait dû, non pas construire une basilique, mais construire une synagogue.
Et cette blague, je la tiens évidemment du plus grand blagueur de la communauté juive, que vous connaissez toutes et tous. C'est qui le plus grand blagueur de la communauté juive? C'est pas Gad Elmaleh, c'est Pierre Dac. C'est Raïm Corsia. C'est Raïm, je le rencontre, et il me dit, il paraît que tu as écrit un bouquin, je l'ai même envoyé. Il me dit, ah oui, c'est vrai, j'ai vu, oui, non. Et ça parle de quoi? Je dis, bah, toi tu connais, parce qu'il a une culture incroyable. Je lui dis, toi tu connais, c'est Metz 1744. Il me dit, quoi? Tu racontes l'histoire du docteur Ullmann qui a sauvé le roi? Je dis, oui. Il me dit, pourquoi tu racontes cette histoire? C'est mon aïeul. Il me dit, ah bon, machin. Il me fait plutôt comme ça, quand il parle. On n'a pas la même taille. Et il me dit, mais tu sais, moi quand je passe devant le Panthéon, j'imagine que c'est une grande synagogue. Alors il n'a pas tellement tort, parce que qui rentre en 2016 au Panthéon? Qui rentre en 2018 au Panthéon? Jean Zé, Simone Veil. Bon, bientôt, alors Romain Banater. Bientôt, il y a Mignard. René Cassin. Donc il y a quand même une justice. Hein. René Cassin. René Cassin. Et ça, c'était avant. Vous avez tout à fait raison, René Cassin. Et ce qui est marrant, c'est que Jean Zé et Simone Veil ont un lien avec le docteur Ullmann. Il n'y a pas de hasard. Vous pouvez mettre la slide. Je le mets dans mon livre. Voilà, c'est là. Donc là, c'est Jacob Spir-Lévy. Attention. Voilà. Jacob Spir-Lévy, Isaac Spir-Lévy, F. Spir-Lévy et Isaïe Ullmann. Ça descend jusqu'à moi. Isaïe Ullmann a un fils qui s'appelle Serf Isaïe Ullmann. Ça descend jusqu'à David de Rothschild. F. Spir-Lévy a une fille, Jutlé Ullmann, qui descend jusqu'à Robert Aron. Et le grand-père de F. Spir-Lévy, qui est Jacob Spir-Lévy, a une fille, Fogel Spir-Lévy, et ça descend à Simone Veil. Et donc, c'est pas une descendante directe, mais c'est une cousine. C'est une cousine qui est au Panthéon. Donc il y a une petite justice quand même dans cette histoire. C'est qu'après l'émancipation, après la trahison, eh bien, première partie, deuxième partie, troisième partie, thèse, antithèse, synthèse, il y a une justice. Des juifs d'origine messine sont honorés au Panthéon, Jean Zé et Simone Veil. Et pour répondre à votre dernière question, effectivement, je m'appelle Heilbronn, ce sont des juifs de Fürth en Bavière, qui sont venus à Paris en 1840, qui ont épousé des Claude Sébériennes, qui étaient des juifs alsaciens et lorrains. Ça, vous le connaissez par cœur, maintenant, c'est parti à ma famille. Et du côté de ma mère, comme Jean-Philippe, j'ai l'honneur d'appartenir à la belle communauté séfarade, parce que ma mère s'appelait Sarah Escogido Zarmati, son père s'appelait Jaime Escogido, et sa mère s'appelait Soledad Zarmati. Ils parlaient judios, le judéo-espagnol. Ils étaient en Égypte, mais ils étaient originaires de Smyrne et de Salonique. Et donc, je fais partie de ce bel héritage. Et j'ai l'honneur de parler devant Béla Lusti, qui a une très belle émission sur les judéo-espagnols, sur Judaïque FM devenu Radio J. Et donc, c'est aussi la richesse de cette histoire. Et je suis très fier d'avoir l'optimisme des séfarades et la lucidité des ashkénazes. Merci beaucoup. Et il ne vous reste plus qu'à rejoindre notre cercle. J'ai pris mon bulletin. Une question, je vais la poser. Bien sûr.